Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et si l'amour et le couple, c'était avant tout une œuvre d'art, avec ses couleurs, ses nuances et ses coups de pinceau imprévus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, où on explore l'amour sous toutes ses formes, qu'il s'écrive à deux, à trois ou en solo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Allen Oumbeji. Bonjour Allen et bienvenue au micro du clito. Bonjour Céline, ravie d'être là avec toi. Allen, tu es une femme aux multiples facettes. Tu es psychologue clinicienne, sexologue, mais aussi artiste-thérapeute. Et ta mission, c'est d'aider chacun à devenir l'artiste de sa vie, notamment de sa vie sexuelle, en mêlant créativité, sensualité et authenticité. Et dans cet épisode, Allen, tu viens nous parler des relations non exclusives et le fait que, contrairement à une idée reçue, c'est pas forcément plus simple. Alors, c'est parti pour ma première question. Allen, tu parles d'amour comme d'un processus créatif. Selon toi, qu'est-ce que ces formes de couple non exclusives, polyamour, couple ouvert, trouble, nous apprennent sur notre capacité à réinventer les cadres traditionnels de l'amour? Nom d'un clito. Interview. Mais que l'amour, comme tu l'évoquais, ou comme je l'évoquais, je ne le sais plus, mais a plein de facettes et un processus effectivement créatif, et qu'il n'y a pas un modèle figé qui conviendrait à tout le monde, à chaque personne, à chaque couple. Et le simple fait de se poser cette question-là, tiens, quelle est ma façon d'aimer? Est-ce que c'est dans un couple exclusif ou dans une autre forme de couple? Rien que le fait de poser cette question-là euh, permet de vivre l'amour de la façon la plus adaptée pour soi, finalement. De pas partir du principe qu'il y aura un modèle valable pour tous, enfin, dans un sens ou dans un autre, hein, que ce soit le modèle du couple exclusif ou à l'inverse, une relation qui serait non exclusive, hein. Mais au moins se poser la question pour choisir une forme d'amour qui nous correspond le mieux. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça demande aussi de se connaître. Parce que pour pouvoir poser ou se poser cette question, c'est important de savoir qui on est, de connaître ses besoins et puis de savoir de quel espace on part. C'est ça, Allen? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je parle de réflexion, de se questionner. Ça part effectivement d'un questionnement aussi sur soi. Quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, mes désirs. Et ça, effectivement, on le sait pas forcément toujours. Donc parfois, on expérimente une certaine forme d'aimer et on se rend compte que ça ne nous convient pas, ou au contraire que ça nous convient. Donc c'est pas figé une fois pour toutes. Et ça nécessite de se connaître soi, effectivement. Mhm. Et tu évoques aussi l'importance de poser, entre guillemets, un contrat de couple. D'ailleurs, tu pourrais expliquer ce que c'est, selon toi, un contrat de couple, tout en restant flexible quand même. Allen, selon toi, comment peut-on trouver cet équilibre entre la sécurité qu'offre un cadre et quand même l'ouverture nécessaire pour éviter les désillusions? Voilà, ce qui me vient comme ça, il y a la question de la temporalité dans le couple. Euh, c'est toujours des axes, hein, que je donne, il n'y a vraiment rien de dogmatique, hein, dans mon approche, dans ce que je vais évoquer, mais plus encore une fois, des axes de réflexion et de questionnement. Je parle de la temporalité d'une relation, si on va partir de deux personnes pour faire plus simple. Euh, il y a des personnes à qui ça peut convenir dans un premier temps, dans le temps de la construction de la relation, voire du couple, d'être dans l'exclusivité.
pour ne pas rajouter une dimension qui peut amener son lot de problématiques, hein, son lot de joie, mais son lot de problématiques aussi. Mhm. En plus de cette problématique, déjà la construction du couple qui peut demander de l'énergie et on peut avoir ce besoin quand même de réassurance en début de relation avant d'ouvrir le couple. Pour certaines personnes, ça peut fonctionner comme ça. Et une fois que les deux personnes se sentent en confiance, qu'il y a un lien suffisamment fort qui est créé, ça peut être le moment de se poser la question d'explorer. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent fonctionner comme ça. Euh, et à l'inverse, il peut y avoir d'autres personnes hein, qui ont besoin au départ pour se sentir libre et ne pas trop envahi par la nouvelle relation, au contraire, avoir quelque chose de plus ouvert au début, et puis avec le temps de se rapprocher d'une forme de relation exclusive. Ce que j'entends par contrat de couple, c'est être au clair avec ce qu'on accepte ou non dans le couple, quel est le cadre du couple finalement. Donc je parle pas de contrat écrit, hein, Bien évidemment. sûr. Peut-être qu'il y a des qui font ça, pourquoi pas, hein, ça peut convenir à certains, mais là c'est pas ce qui me venait forcément en tête. Mais je me rends compte que ce contrat-là n'est pas, généralement, n'est pas posé explicitement. Euh, Peut-être que ça évolue un petit peu avec les mœurs, avec l'époque, mais de ce que j'observe, il y a beaucoup de couples qui partent avec l'idée ben, que le contrat euh, implicite et qui devient presque explicite, hein, c'est l'exclusivité. Mhm. Parce que c'est un modèle qui reste quand même majoritaire hein, dans nos sociétés. Mais finalement, il n'y a pas eu forcément de discussion ou d'échange sur ben, est-ce que ce contrat qui est peut-être celui de la majorité des couples, des relations, est-ce que ce contrat nous convient? Donc le contrat, voilà, c'est ça, hein, c'est le cadre du couple, que ce soit en termes de sexualité ou d'engagement amoureux, c'est-à-dire quels sont un petit peu, alors le mot règle est un peu, je suis pas très fan du mot règle, mais peut-être les limites, les limites, ce qu'on s'autorise ou non dans nos expériences et rencontres sexuelles, voire amoureuses. Est-ce que on se dit que il ne peut pas y avoir de sexualité ailleurs, ou bien s'il y a une sexualité avec un autre partenaire que celui du couple, est-ce qu'on s'en parle avant? Est-ce qu'on est au clair qu'on se dit on peut avoir une sexualité ailleurs, mais on ne s'en parle pas? Donc de vraiment très explicitement hein, échanger sur quel est notre cadre. Mhm. Et c'est pas simple, hein, parce que euh, ayant fait moi-même la démarche, on se rend compte que c'est pas toujours simple. Qu'est-ce qu'on s'autorise? Par exemple, si on va en soirée, par exemple, et qu'on est amené à danser avec quelqu'un qui n'est pas notre partenaire, et qui a du désir. Quelle est la limite de la sexualité? Est-ce que si on se regarde langoureusement dans les yeux, même sans se toucher, et qu'on passe, je sais pas, 5 heures dans cette connexion-là énergétique, est-ce que on dépasse pas déjà le contrat du couple d'exclusivité? Enfin, ça amène plein de questions, en fait, cette question du contrat. Mais en tout cas, moi, ce que j'encourage les couples à faire, en tout cas ceux qui viennent me voir, parce que généralement, s'ils viennent me voir, c'est qu'il y a une problématique, hein, c'est de clarifier ce contrat-là. Mhm. Euh, Peut-être qu'il n'a pas été suffisamment clair au départ, et il est toujours temps de le questionner, de vraiment se mettre autour d'une table et se questionner. Toi, qu'est-ce qui est OK pour toi? Qu'est-ce qui est pas OK? Et ça peut être aussi OK de pas savoir tout de suite. Et on peut c'est dans ce sens-là où je parle de flexibilité, hein, on peut se laisser le temps aussi euh, d'expérimenter. Peut-être se dire, ah tiens, ça, j'ai un petit doute. Peut-être on peut expérimenter ou se dire que s'il y a une opportunité euh, par exemple, d'explorer la sexualité avec une autre personne, on y va, mais si on n'est pas sûr, par exemple, on se passe un petit coup de fil avant. Enfin, ça peut être très, très variable selon les personnalités hein, et les cas de figure. Et comme tu le disais juste avant, ça demande vraiment une excellente connexion et connaissance de soi. Parce que s'il n'y a Oui. pas cette connaissance, ça peut, j'imagine, être difficile. On peut se poser les questions, mais après, est-ce qu'on y répond vraiment plus pour faire plaisir à l'autre ou parce qu'on a vraiment ce besoin, peut-être de non-exclusivité? Enfin, ça n'a pas l'air si simple que ça, finalement.
Non, non, c'est pas simple. Dans la théorie, on peut se dire c'est simple, bah, on en parle, on décide ce qui est OK. Dans la pratique, ce n'est effectivement pas simple. Je dirais même, encore une fois, pour l'avoir expérimenté, que c'est moins simple que un contrat assez figé finalement, où voilà, on se dit, bah, il n'y a pas, voilà, il y a qu'un amoureux ou qu'une amoureuse, c'est toi, la sexualité, pas de contact physique, pas de, voire peut-être même pas de contact prolongé avec l'autre. Et en te le disant en même temps, je me dis, mais même là, c'est pas si simple hein, pour les couples exclusifs. Quelle est la limite? Est-ce que si on passe, je sais pas, 3 heures de son temps 2 fois par semaine avec quelqu'un d'autre, même s'il n'y a pas de sexualité, avec une connexion très forte, parce qu'on va être amené à se connaître, est-ce que on est toujours dans le cadre de l'exclusivité? Je sais même pas. Mhm. Mais donc, encore plus, si on ouvre tous les possibles, ça peut être compliqué. Euh, et donc, comme je disais, oui, ça nécessite de bien se connaître, de faire attention au people pleasing, hein, de pouvoir poser ses limites, un vrai oui, un vrai non. Ça me fait penser qu'il y a des ateliers de consentement qui se répandent de plus en plus hein, autour de la sexualité, mais au sens large, hein, parce que un non dans la sexualité ben, commence aussi avec le fait de savoir dire non dans sa vie. Mhm. Et j'ai fait moi, récemment un atelier avec Love Experience. C'est un super collectif et bah, j'invite les personnes peut-être qui ont des... Peut-être pourraient se poser la question de je sais pas vraiment si j'arrive vraiment à poser mes limites, de faire des ateliers comme ça peut être vraiment très, très aidant. Mhm. Donc, il y a vraiment des exercices oui, pratiques, concrets, où on apprend à formuler des demandes et l'autre personne doit dire non. Et on doit même remercier pour le non, pour vraiment rendre ça euh, naturel et bienveillant. Mhm, bien sûr. Oui, ça me fait penser à de la communication non violente, où Oui. aussi certaines fois on t'apprend à dire non et puis à ce que l'autre effectivement accueille ce non. Éventuellement, bah, je mettrai le lien dans le descriptif aussi pour les auditeurs, auditrices. Comme ça, ils sauront où trouver, puis euh, peut-être s'inscrire à ces ateliers. Nom d'un clito. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. C'est Céline et Allen et on est toujours dans Nom d'un clito. Aujourd'hui, dans le cadre du mois du Love, on te parle de relations non exclusives. Selon toi, Allen, et ton expérience professionnelle, pourquoi est-ce qu'un couple choisirait de vivre une relation non exclusive? Alors là, typiquement, j'ai le cas de plusieurs couples. J'en pense à un en particulier. Euh, mais il y en a plusieurs dans ce cas-là hein, qui, par exemple, s'entendent très bien au niveau affectif, relationnel. La communication est très fluide. Ils ont beaucoup de projets de couple qui fonctionnent bien ensemble. Il peut y avoir l'aspect familial aussi qui fonctionne bien. Ils ont un bon fonctionnement de famille. Mais la sexualité ne se passe pas bien. Il n'y a pas de connexion. Il y a un différentiel très grand dans les désirs et les attentes au niveau de la sexualité. Selon moi, ça peut être une indication, une invitation, pourquoi pas. Encore une fois, je dis pas que c'est la seule Mhm. solution, hein, mais ça peut être l'occasion de se poser la question de, tiens, mais est-ce que si la sexualité n'était pas complètement corrélée avec le couple, est-ce que ça pourrait pas plus épanouissant pour l'un et l'autre? Mhm. Ça, c'est un des cas de figure que je vois. Je suis souvent confrontée à ça dans mes consultations de thérapie de couple ou même individuelle. Ça peut être une personne qui vient justement parce que son compagnon ou sa compagne, bah, il n'y a pas de satisfaction sexuelle et malgré des démarches faites pour améliorer la sexualité, il n'y a pas de changement et donc une frustration. Donc ça peut être une porte d'entrée selon moi. Ça peut être aussi la curiosité de l'exploration. On parlait un petit peu en off hein, de ce différentiel, peut-être on en reparlera après, mais qu'est-ce qui vient des valeurs et des blessures? Mhm. Euh, Il y a des personnes qui ont comme ça cette valeur de curiosité, d'exploration. Euh, je peux en faire partie, j'aime beaucoup explorer dans ces domaines-là, de la sensualité, de l'émotionnel, des découvertes humaines. Et si les deux personnes ont ces valeurs-là, cette curiosité, cette envie d'explorer, et qu'il y a quand même une sécurité affective suffisamment solide, que ce soit en soi et dans le couple, ça peut être l'occasion de s'ouvrir à la non-exclusivité.
C'est comme ça les 2 indications que je verrais. Il y en a sans doute plein d'autres, hein, mais c'est les 2 qui m'apparaissent comme ça les plus nettement. Mhm. Mais ta question est intéressante, ça m'amènera à étoffer ma réflexion aussi. Mais c'est vrai que tu parles de blessures et ça me fait aussi penser à... Ça vient aussi de quel espace. Est-ce que, par exemple, tu nommais un premier exemple d'un couple qui, au niveau sexuel, ça pourrait être... il n'y a pas de connexion et puis il y en a peut-être jamais eu à ce niveau-là. Mais est-ce que on tente l'expérience de la non-exclusivité pour sauver le couple? Et je peux imaginer que ça demande vraiment une belle réflexion, et tu en as déjà parlé assez longuement. Je vais enchaîner sur la question suivante, justement, qui vient un petit peu dans le cadre. Est-ce que, comme tu le dis, une valeur qu'on porte profondément, donc tu en as parlé juste avant, ça pourrait être la valeur de vouloir explorer cette sensualité, cette sensorialité, ou parfois une tentative de combler une blessure, ça pourrait être sur ces bases-là qu'on va chercher la non-exclusivité, Hélène. Oui, alors effectivement, il y a des personnes qui vont vers ces modèles-là relationnels pour, oui, on pourrait dire ça, combler ou guérir des blessures. Euh, Ce qui n'est pas... Avant, j'avais un avis peut-être un peu plus tranché sur la question. Je me disais, bah, si c'est pour guérir une blessure, c'est pas le bon chemin. Il faut d'abord guérir sa blessure et ensuite voir si on a envie d'y aller. Avec le temps et l'expérience, je suis un petit peu plus nuancée là-dessus parce que il y a des expériences qui peuvent guérir des blessures réellement. Et pourquoi pas si ça passe par là. Et c'est là tout l'intérêt de la réflexion et du travail individuel. Tu fais bien d'insister là-dessus, en effet, Céline, parce que c'est vraiment une question de positionnement. Ça peut être OK si on se dit, bon, OK, là, je sens que j'ai besoin peut-être de plus d'affection, j'ai envie qu'on m'apporte beaucoup d'amour. Oui, je pourrais peut-être travailler à ce que ce besoin soit comblé rien que par moi-même. Mais pourquoi pas? Bon, là, j'ai peut-être 2 hommes autour de moi, tout le monde est OK, j'ai l'occasion de vivre ça, cette abondance d'amour qui va peut-être aller guérir ou apaiser une blessure affective. Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, finalement. Mm. Et parfois, ça se confond finalement à la réflexion valeur et blessure. On peut parfois transformer une blessure en valeur. On peut peut-être dans sa vie avoir manqué d'amour parce que dans le lien d'attachement, par exemple, avec les parents, il y a quelque chose qui a manqué, où on a eu des expériences de vie où on s'est senti très seul. Ça s'est transformé en blessure. Et finalement, on a peut-être développé après une valeur ben, d'amour, de recevoir et de donner de l'amour. Et voilà, il peut y avoir aussi un continuum finalement entre blessure et valeur. Et on en revient à la question enfin, on l'a pas formulé comme ça, mais on, on- on pourrait le formuler comme ça, de pleine conscience finalement, Mhm. euh, de quel espace je fais les choses. Si je le fais depuis une blessure, peut-être quand même rester vigilant à est-ce que ben voilà, ça va pas être un appel à faire de plus en plus. Euh, enfin, est-ce que c'est vraiment ça qui va combler ma blessure? Peut-être pas. Donc vraiment rester dans l'observation de ça. Et puis si je le fais depuis une valeur, ben voilà, malgré tout, rester vigilant, parce qu'on peut avoir cette valeur-là d'exploration et quand même avoir nos vulnérabilités, hein, peut-être d'avoir de la jalousie, d'imaginer notre compagnon qui va ailleurs ou notre compagne. Enfin, je résumerai un petit peu les choses à la pleine conscience, vraiment faire les choses en pleine conscience, se questionner de quel espace je fais ça. Les implications aussi, c'est quelque chose d'important à mentionner. Qu'est-ce que ça implique? On ne peut pas tout contrôler, bien évidemment, mais de se projeter quand même un petit peu. Tiens, qu'est-ce que ça implique si moi, je m'accorde une liberté sexuelle hors du couple, sachant que l'autre personne, ben, je lui ai sans doute donné cette liberté-là aussi. Comment je vais me sentir si, ben, voilà, pendant un petit moment, il répond pas à mes messages? Est-ce que je vais avoir cette capacité d'accueillir peut-être une potentielle jalousie qui pourrait naître en me disant, bah tiens, est-ce que mon partenaire prend plus de plaisir avec une autre? Enfin, euh, et donc ça, c'est un ajustement. Parce que parfois, on pense être très fort hein, là-dessus, sur, bon non, la jalousie, ça va. Et puis finalement, bah, on est confronté à la chose et c'est pas aussi simple. Mhm. Et dans le sens inverse aussi.
Mais oui, tu parlais aussi de savoir si ça part pas d'un espace où on fait plaisir. Donc ça, c'est vraiment à questionner. Le fait même que oui, que tu le questionnes, Céline, bah, je trouve que c'est positif. C'est vraiment se poser la question profondément. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à l'autre ou est-ce que c'est pour moi? Et, et si la réponse n'est pas claire, hein, bah, ça veut dire que c'est sans doute un non. Mhm. On dit souvent ça dans les ateliers de consentement. Si c'est pas un oui, un grand oui, c'est un non. Je trouve que ça, c'est pas mal comme ligne directive. Et dans cette non-exclusivité-là, je parlais dans l'introduction de trouble. Donc là, on irait peut-être plus sur une notion d'échangisme ou en tout cas de libertinage ou ce genre de choses. Est-ce que c'est cette notion-là qui est entendue quand on parle de trouble et de non-exclusivité? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs façons de vivre une vie amoureuse et sexuelle non exclusive. Alors, pour moi, après, enfin, il n'y a peut-être pas de caractère universel à ce que je vais dire, mais c'est plus pour se représenter un petit peu et différencier les enjeux dans chaque catégorie. Le trouble, pour moi, c'est trois personnes qui tombent amoureuses, où il y a un lien en tout cas affectif qui se crée. Il n'y a pas forcément de notion de sexualité. D'accord. En fait, comme un couple. Enfin, un couple peut être ensemble et ne pas faire l'amour. Il peut y avoir des couples de personnes asexuelles. Donc le trouble, ça va être vraiment une relation amoureuse à trois. Mhm. J'ai d'ailleurs eu en consultation là récemment un couple qui est devenu trouble. Euh, voilà. C'est pas sans difficulté non plus, hein, parce que déjà qu'à deux, ça peut être compliqué. Ben, on rajoute une troisième personne dans l'équation, ça peut être plus complexe. Mais il y a vraiment cette notion de co-construction amoureuse à trois. Euh, le libertinage, ce serait deux personnes qui sont en couple, donc il y a une relation de couple, et qui vont faire des explorations sexuelles incluant d'autres personnes que les personnes du couple. Donc ça peut être soit en allant dans des clubs dédiés à ça, hein, ou soit avec des personnes qu'il faut rencontrer dans un cadre privé. Euh, et l'échangisme, c'est... Alors j'avais plusieurs sons de cloche quand j'avais étudié ça un petit peu dans mon mémoire de sexologie, mais il y avait l'idée que l'échangisme pouvait être vu comme une pratique en tant que telle. C'est vraiment on échange. Il y a deux couples et bah, le partenaire d'un couple va avec le partenaire de l'autre couple et vice-versa. Euh, voilà, donc vraiment cette notion d'échange, mais c'est une notion sexuelle. Euh, Après, il y a plein de termes qui avaient été développés. Il y avait le côte-à-côtisme, c'est le fait de faire l'amour dans la même pièce, mais en restant avec son couple. Mhm. Le mélangisme, c'est le fait il y a plein de personnes, on se mélange dans nos sensualités, mais sans qu'il y ait de pratiques pénétratives. Et dans les catégories, je trouve que c'est intéressant, enfin pour aider, encore une fois, les catégories, pour moi, c'est pour aider la réflexion, hein, plus que pour faire des cases. Voilà. Euh, il y a la notion de couple libre et de couple ouvert. Mhm. Personnellement, c'est une réflexion que j'ai menée avec mon compagnon. C'est le couple libre. Enfin, on peut l'entendre comme on est en couple, mais notre liberté sexuelle, on la vit. Enfin, on vit notre sexualité librement. On a une attirance, par exemple, pour quelqu'un, un homme, une femme. On peut avoir un rapport sexuel avec. Ça va dans le contrat du couple. Couple ouvert, je le verrais plus comme il y a quand même une structure qui est tournée autour du couple. La sexualité se passe majoritairement dans le couple. Mais on est ouvert à d'autres expériences. À l'occasion d'une soirée où on fait une rencontre d'une personne, on peut inclure cette personne dans la sexualité du couple pour faire ce qu'on appelle classiquement bah, un plan à trois ou voilà, des choses comme ça. Donc le fait même de se questionner, tiens, qu'est-ce qui m'appelle le plus, ça peut être intéressant. Mhm. Et peut-être que rien de tout ça, hein, encore une fois, peut-être que il y a des personnes pour qui ça ne, enfin, aucune de ces configurations ne convient. Et c'est tout à fait OK et écoutez. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Mhm. Et il y a une autre question là que j'ai envie de te poser. Par rapport à tes consultations, tu vois des hommes, des femmes, des couples, j'imagine homosexuels, hétérosexuels peut-être. Est-ce que tu remarques
qu'il pourrait y avoir plus de jalousie ou de facilité ou de difficulté à aller vers la non-exclusivité de la part des hommes ou des femmes, ou c'est la même, à peu près le kiff-kiff, le même barème? C'est une très bonne question. Alors, ma représentativité de couple gay et lesbien est minoritaire quand même par rapport aux couples hétéros que je reçois. Donc là, les exemples de couples lesbiens que j'ai, il y avait beaucoup de problèmes de jalousie. Mais je sais pas si c'est représentatif, parce que comme je te disais, j'en vois pas non plus beaucoup. Mais j'ai remarqué en tout cas que les couples lesbiens que je suivais, dans les couples lesbiens que je suivais, il y avait plus de jalousie. Mhm. Ouais, à confirmer. Euh, et c'est marrant parce que les quelques couples, donc il y a peut-être quand même une tendance à confirmer, mais les quelques couples gays que je reçois, au contraire, il y avait plus de libération sexuelle. Mais il y en a un notamment qui était allé vers le trouble, mais il y en a beaucoup qui avaient des expériences de non-exclusivité sexuelle. Mhm. Donc il y a sans doute quelque chose là. Mais par contre, dans les couples hétérosexuels, il y a peut-être une petite tendance quand même je sais pas si je peux dire ça comme ça, plus de la jalousie, peut-être pas, enfin, en tout cas, un peu plus de résistance de la part des hommes que des femmes. Ok. J'ai pu percevoir, moi, dans le cadre des couples hétéros. C'est marrant, j'aurais pensé l'inverse. J'aurais pensé que les femmes étaient un peu plus jalouses que les hommes. Oui, en fait, je pense que ce qui peut faire penser ça, c'est que on a souvent l'idée, qui est statistiquement vraie hein, quand même, que c'est que l'homme va dire, ah bah tiens, par exemple, j'aimerais bien faire un plan à trois avec une femme, ou qu'il va y avoir cette envie sexuelle là d'explorer ailleurs que dans le couple. Mais pour autant, enfin, c'est pas pour autant que ces mêmes hommes-là sont prêts à ce que leur compagne aille explorer ailleurs. Mhm. Oui, que ce soit en cabinet ou même des amis ou un peu ce que j'entends autour de moi, il y a beaucoup ça. Hein, j'entends beaucoup d'hommes qui disent, ah ouais, ce serait super, super, un plan à trois avec une femme, ou qui disent, ah toi, t'as fait ça, t'as trop de chance. Mais par contre, imaginez l'inverse, ou imaginez que leur femme ou leur compagne ait une sexualité sans eux, ou avec un autre homme, ça peut être compliqué. Ouais, effectivement, ça fait du sens. Quand, est-ce que ça vient aussi de ces injonctions en lien avec la sexualité masculine qu'il faut être entre guillemets dominant, en tout cas que plus t'as de la sexualité, plus tu es viril, et puis que tu peux te permettre de parler, parce que ça fait du bien de parler, de dire moi je serais tentée et tout, si je pouvais, peut-être que je le ferais. Et puis que finalement, d'imaginer que leur femme ou leur compagne puisse avoir une sexualité peut-être plus active sans eux, ça vient les chercher un peu dans leur fierté. Est-ce que ça serait ça, Hélène? Oui, moi je le perçois comme ça, hein, cette sorte d'atavisme, hein, de comportement un peu hérité génétiquement du mâle dominant. Je- et on perçoit encore, hein, encore aujourd'hui, au- à notre époque, on perçoit encore ça, une forme de... Voilà, il y a cette persistance là de cet archétype du mâle dominant. Mhm. On l'observe moins, mais quand même, ça reste majoritaire. Après, on évolue peut-être, ça dépend des cercles dans lesquels on évolue. C'est vrai que moi, je côtoie moins personnellement maintenant des hommes qui sont là-dedans, mais j'ai conscience que c'est parce que j'évolue dans des cercles où il y a un masculin peut-être plus conscient, plus éclairé, avec des hommes qui se questionnent sur eux justement et qui remettent certaines injonctions plus en cause. Mhm. Mais ça reste encore très, très actuel chez la majorité des hommes, je pense. Et puis enfin, Hélène, alors il y a cette légende urbaine qui a bien été débunkée dans cet épisode qui dit que les relations non exclusives seraient plus simples. Donc on a bien vu que c'était pas beaucoup plus simple. Ça peut peut-être même être un casse-tête pour certains de réfléchir sur le quoi, le comment, les conséquences, de s'envisager, de se projeter peut-être, parce que
ça pourrait valoriser plus de liberté. Mais toi, avec ton regard de sexologue, Hélène, qu'est-ce que tu aimerais dire à celles et ceux qui se lanceraient vraiment billes en tête dans l'aventure du couple non exclusif? Je les inviterai vivement à garder le dialogue ouvert et récurrent. Euh, je les inviterai aussi à pas se précipiter. Il peut y avoir une envie, hein. Parfois, ça peut être juste un fantasme qui est là et c'est OK, mais peut-être pas une envie véritable ou l'envie de remettre en cause tout son schéma de fonctionnement. Donc, l'important, c'est de prendre du temps, hein, pour discerner ce qui est du fantasme, du désir, du besoin profond. Mhm. Donc, peut-être en premier, voilà, prendre le temps. Euh, En deuxième, garder ce dialogue vraiment ouvert, se questionner l'un et l'autre, de quoi j'ai besoin et envie, quel est le cadre, hein, le contrat dans lequel on s'autorise à explorer. J'en ai pas parlé, il y a aussi le polyamour, hein, qui est encore autre chose, où Mhm. là, il n'y a pas forcément de notion de sexualité. Ça peut, mais c'est voilà, avoir des relations amoureuses avec plusieurs personnes. Euh, donc, clarifier quand même le cadre, je trouve que c'est important. Parce que moi, j'ai pu me retrouver dans certains. Enfin, il y a certaines formes de couple ouverts ou non exclusifs dans lesquels je me verrais pas, et d'autres dans lesquels je me verrais. Donc, prendre le temps et dialoguer sur ce qui convient vraiment à la fois à chacun individuellement et au couple. Mhm. Et puis, s'autoriser des réajustements. Des réajustements. C'est pas parce qu'on a dit oui à un moment que c'est oui pour toute la vie. Et enfin, ça peut aller avec tout ça, mais peut-être vraiment consulter un thérapeute de couple, un sexologue, un psychologue qui reçoit des personnes pour les problématiques amoureuses pour avancer dans ce cheminement. Parce que c'est un cheminement qui peut être super, hein. C'est vrai que là, on a parlé des difficultés, mais ça peut apporter énormément de choses, de joie, de découverte, de connexion aussi forte avec le couple. Mhm. Mais ça peut être aussi compliqué. Bah, tu parles des aspects positifs. Euh, c'est quoi les aspects positifs qu'il pourrait y avoir? Quels bénéfices un couple exclusif pourrait avoir à choisir la non-exclusivité, Hélène? La première chose qui me vient, hein, c'est le plaisir. Alors, bien sûr, on peut avoir du plaisir tout à fait en étant en couple et exclusif, mais disons que quand on explore d'autres formes de couple qui impliquent la non-exclusivité, on va découvrir différents touchés, différentes formes de désir, différentes connexions émotionnelles aussi avec des personnes. On va côtoyer des énergies différentes. Et ça, pour quelqu'un qui aime le plaisir sexuel, la sensualité, ça peut être vraiment très très fort en fait, d'avoir cette multiplicité des plaisirs, Mhm. pas pour l'aspect quantitatif, mais vraiment pour l'aspect qualitatif. Dire, bah tiens, il y a des personnes qui vont avoir un tel toucher, une telle façon de faire l'amour, d'entrer en interaction avec l'autre. Ça peut être vraiment très 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 riche. Euh, il y a un aspect développement personnel aussi, hein, qui est intéressant. Par exemple, sur la jalousie, de faire ce travail de transcender la jalousie, pourquoi pas d'érotiser cette jalousie qu'on pourrait avoir et donc apprendre à s'aimer mieux à travers ça. Ça peut être un chemin qui est intéressant. Euh, ouais, il y a vraiment cet aspect-là. Euh, et puis ça peut renforcer le couple, enfin, avec les conditions qu'on a expliquées, hein, que tout le monde soit OK, au clair, de se dire, mais tiens, on peut vivre ces expériences-là, aller avoir du plaisir avec d'autres personnes et se retrouver, et c'est toujours aussi fort, voire plus fort, ça peut renforcer les liens du couple. En termes de développement personnel, ça peut être intéressant justement parce que on en revient toujours au tout début de l'épisode où tu disais que ça demande vraiment de se connaître et d'aller faire cette exploration de qui on est. Donc, je peux bien l'entendre effectivement que ça peut être une manière différente de faire du développement personnel plutôt que de passer par du coaching, de découverte de soi d'une certaine manière. Ben là, ça peut l'être via sa vie amoureuse, effectivement. Peut être un chemin ludique aussi, mesdames, messieurs et autres personnes qui nous écoutez, si vous voulez explorer le développement personnel par la voie de la non-exclusivité. Ça fait réfléchir, mais je trouve vraiment intéressant ce côté de se questionner. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à pas se questionner assez
à garder ou rester sur ses acquis, et puis effectivement de régulièrement se remettre en question, de se mettre dans des situations, peut-être même de se projeter juste. Ça peut être aussi, j'imagine, une discussion qu'on peut avoir en couple sans forcément l'envisager, mais juste de se projeter, dire tiens, si c'était comme si, est-ce que tu le verrais plutôt comme ça? Et puis ça peut être aussi une chouette manière de communiquer et de se connaître. T'en penses quoi, toi, Hélène? Mais je trouve en effet, tu retiens le questionnement et je trouve que c'est vraiment ça, hein, c'est de se laisser cette possibilité de se questionner pour mieux se connaître et pas forcément pour franchir le pas de la non-exclusivité, mais pour mieux se connaître et créer de nouveaux liens de couple, voire pourquoi pas pour renforcer son choix de l'exclusivité aussi. Ça peut être ça, hein, se poser la question de la non-exclusivité pour se dire, bah non, finalement, moi, ce qui me convient et ce qui nous convient, c'est d'être dans l'exclusivité, ça nous nourrit comme ça, c'est ce qui nous convient réellement. Et je trouve ça d'autant plus beau, en fait, quand c'est un vrai choix conscient plutôt qu'une injonction. En fait, c'est ça l'invitation à travers ça, c'est de mettre de côté les injonctions en matière de vie amoureuse et sexuelle. Donc, de se questionner, comme tu nous dis, comme je le disais, hein, euh, pour sentir vraiment profondément, est-ce que je vis la vie amoureuse et sexuelle qui me convient, dans ma créativité à moi, qui peut être dans la non-exclusivité, mais comme dans l'exclusivité, effectivement. Vraiment, merci beaucoup pour ton partage, Hélène, ton apport d'expérience à toi, personnel aussi, puisque tu disais que tu l'as vécu et que tu es vraiment la personne tout à propos à aller consulter pour pouvoir parler de non-exclusivité dans le couple. Et pour retrouver toutes tes offres et découvrir ton univers, je mets tes liens dans le descriptif de cet épisode. Merci encore une fois, Hélène. Et un grand merci à toi, Céline. C'est un plaisir de parler de ce sujet qui me tient à cœur et de mettre à jour un petit peu c'est ce sujet-là et de se questionner à nouveau sur comment être au mieux dans sa vie amoureuse et sexuelle. Donc un grand merci, Céline. Avec joie. Et si toi qui nous écoutes, tu es un expert ou une experte et que tu as envie de partager ton message, réserve ton appel. Je mets aussi le lien dans le descriptif et on en parlera. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Non d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!